Tu ne es pas mon enfant biologique, alors j'ai oublié de mettre ton nom dans le testament, a annoncé mon père à sa fête d'anniversaire. La salle a éclaté de rire sauf moi. Je me suis approché, j'ai placé discrètement mon cadeau sur la table, juste une simple feuille de papier. Puis je l'ai déchiré en morceaux juste devant lui. Quand il a réussi à la reconstituer, son visage est devenu blanc. Bonjour, je m'appelle Grégoire Martin, j'ai 33 ans et je vis actuellement à Lyon. Je suis le fondateur d'une start-up technologique. Mon entreprise est spécialisée dans le développement de logiciels pour optimiser l'énergie des bâtiments intelligents. C'est une aventure dans laquelle j'ai investi ma sueur, mes larmes et mon cœur. Si vous me rencontriez aujourd'hui, vous verriez probablement un homme confiant dirigeant une entreprise florissante, menant une vie dont beaucoup rêvent. Mais si vous m'interrogiez sur mon passé, je vous raconterai une histoire loin d'être facile, une histoire qui commence dans les jours chaleureux de l'enfance, puis plonge soudainement dans l'obscurité, où j'ai appris que la famille n'est pas toujours l'endroit le plus sûr. Je suis né pupille de la nation. Je n'ai aucun souvenir de mes parents biologiques, seulement qu'ils m'ont confié à l'aide sociale à l'enfance en périphérie de Marseille quand j'avais 3 ans. Un couple de classe moyenne, Robert et Hélène Lambert, m'a adopté. Ils vivaient dans une charmante petite maison en Provence avec une clôture blanche et un jardin plein de marguerites. La première fois que je suis entré dans cette maison, j'étais trop jeune pour comprendre le sens de la famille, mais j'ai ressenti de la chaleur. Hélène, ma mère adoptive, avait un sourire doux comme la lumière du soleil printanier. Elle me tenait dans ses bras, me chantait des berceuses et me racontait des histoires de lapins dans la forêt. Robert, mon père adoptif, était un homme grand et sévère, mais il trouvait toujours le temps de jouer au football avec moi après son travail à la banque. Je les appelais papa et maman, et dans le cœur tendre d'un enfant, je croyais qu'ils m'aimaient comme leur propre enfant. Mes premières années ressemblaient à une peinture pastel. Je me souviens des dimanches matins où maman s'asseyait à la table de la cuisine pour faire des biscuits au beurre qui emplissaient l'air de leur arôme, tandis que papa m'apprenait à faire mes lacets. J'adorais courir dans le jardin où papa avait construit une balançoire en bois de ses propres mains. Grégoire, tu t'envoleras comme un aigle, riait-il en me poussant sur la balançoire, tandis que maman nous saluait de la main depuis le porche. Dans ces moments-là, je sentais que j'avais tout ce dont un enfant pouvait avoir besoin, amour, soin et un sentiment d'appartenance. Je pensais que j'étais l'enfant le plus heureux du monde. Mais ensuite, tout a changé. Quand j'avais 6 ans, ma mère a donné naissance à des jumeaux, un garçon et une fille, Julien et Léa. Le jour de leur naissance, je me tenais devant la chambre de la maternité, serrant un ballon jaune que papa m'avait acheté. J'étais excité d'être un grand frère, impatient de jouer avec eux, de leur apprendre à taper dans un ballon de foot ou à dessiner des chats maladroits. Mais quand maman a ramené Julien et Léa à la maison, ses yeux ne me regardaient plus de la même façon. Le sourire chaleureux qui m'était autrefois réservé était maintenant dirigé uniquement vers les 2 bébés dans leur berceau. Papa était pareil. Il était occupé à s'occuper des jumeaux et nos parties de football se sont estompées. J'ai commencé à me sentir comme une ombre dans la maison que j'appelais autrefois mon havre de paix. Au début, j'ai pensé que c'était juste leur occupation. Ils avaient 2 nouveaux enfants, donc naturellement, ils devaient passer plus de temps avec eux. J'ai essayé d'aider, en passant la serpillière, en pliant les vêtements, ou même en chantant des berceuses aux jumeaux quand maman était fatiguée. Mais chaque fois que j'essayais de m'approcher, j'étais accueilli par des regards froids ou des mots aussi tranchants que des couteaux. Une fois, alors que j'essayais d'apprendre à Julien à tenir une cuillère, maman me l'a arraché des mains. « Grégoire, laisse ton frère tranquille. Tu n'as pas besoin de faire ces choses. » Sa voix était glaciale, comme si j'étais un étranger. Je suis resté là, les mains tremblantes, ne comprenant pas ce que j'avais fait de mal. Dans les années qui ont suivi, l'injustice est devenue flagrante. Julien et Léa recevaient de nouveaux vêtements, de nouveaux jouets, tandis que je portais des vêtements usagés aux épaules élimées. Quand j'ai demandé à papa de m'emmener au cinéma avec des amis, il a sèchement répondu « Tu dois être raisonnable, Grégoire. Nous n'avons pas d'argent à gaspiller pour des choses futiles. » Mais la semaine suivante, je l'ai vu emmener Julien et Léa dans un parc d'attractions, riant comme si je n'existais pas. J'ai commencé à me demander si je faisais vraiment partie de cette famille. Le point de rupture est arrivé un soir, quand j'avais 9 ans. Julien, alors âgé de 3 ans, a malicieusement cassé le vase préféré de maman. J'ai essayé de l'arrêter, mais maman est entrée, a vu les éclats sur le sol et s'est tournée vers moi. « Grégoire, qu'est-ce que tu fais à ton frère ?» a-t-elle crié, le visage rouge de colère. J'ai essayé d'expliquer, mais elle m'a coupé la parole.
Tu es juste un enfant placé, Grégoire. Ne pense pas que tu as le droit de les discipliner. » Ces mots ont transpercé mon cœur comme un poignard. Je suis resté figé, les larmes montant, mais j'ai serré la mâchoire, j'ai couru dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte. Cette nuit-là, j'ai serré mon oreiller, pleurant silencieusement, ressentant une profonde solitude pour la première fois. Je n'étais plus leur fils. J'étais juste un enfant placé. À partir de ce moment-là, je suis devenu renfermé. Je parlais moins, souriais moins et évitais les dîners de famille. J'ai trouvé du réconfort dans de vieux livres à la bibliothèque de l'école, où je pouvais m'évader dans d'autres mondes où personne ne me rappelait mon statut. Mais malgré la douleur, au fond de moi, j'étais toujours reconnaissant envers mes parents adoptifs. Ils m'avaient donné un toit, de la nourriture et des vêtements. Je me disais qu'un jour, je réussirais, que je les remercierais et que peut-être, juste peut-être, ils me regarderaient à nouveau comme un fils. Le reste de mon enfance a été une lutte pour conserver une once d'amour-propre. J'excellais à l'école, toujours en tête de ma classe, mais je ne recevais jamais d'éloges de mes parents. Pendant ce temps, Julien et Léa n'avaient qu'à gribouiller un dessin pour être comblés de câlins et voir leurs œuvres d'art accrochées au mur. Une fois, j'ai remporté la première place à un concours de sciences scolaires et j'ai ramené un trophée à la maison pour le leur montrer. Maman y a jeté un coup d'œil et a dit « C'est bien, Grégoire. Maintenant, va faire tes devoirs. » Mais quand Léa a gagné un jeu au parc, maman l'a serrée dans ses bras, rayonnante, « Ma fille est si talentueuse. » Je suis resté là, tenant le trophée, me sentant invisible. J'ai commencé à me demander si j'avais fait quelque chose de mal. N'étais-je pas assez bien? Était-ce parce que je n'étais pas leur enfant biologique que leur amour pour moi avait des limites? Ou y avait-il une autre raison que j'ignorais? J'ai laissé la douleur et la solitude ronger mon âme fragile. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai pris conscience d'une douloureuse réalité. Ce n'était pas que j'avais tort, mais qu'ils avaient choisi de ne pas m'aimer. Cette vérité m'a fait mal, mais elle a aussi allumé un feu en moi. J'ai décidé que même s'ils ne me voyaient pas comme leur fils, je vivrais bien et réussirais, non pas pour leur prouver quoi que ce soit, mais pour me le prouver à moi-même. Le jour où j'ai fait ma valise et quitté la maison en Provence, je n'ai pas pleuré. Je me suis juste dit, Grégoire, c'est ta chance. Ne regarde pas en arrière. Et je suis parti, emportant les cicatrices de mon enfance, mais aussi une étincelle d'espoir qu'un jour, je trouverai un endroit où j'appartiendrai vraiment. J'ai été accepté à l'université de Lyon avec une bourse partielle, suffisante pour couvrir les frais de scolarité, mais pas les frais de subsistance. Mes parents adoptifs ne m'ont pas donné un seul centime. Le jour de mon départ, papa a juste hoché la tête et dit « Bonne chance ». Tandis que maman était occupée à cuisiner pour Julien et Léa. Je me suis tenu au portail, les regardant une dernière fois, espérant un câlin ou un mot d'encouragement. Mais il n'y avait rien. C'était comme si je n'avais jamais existé dans cette maison. J'ai tourné le dos, traînant ma valise usée, et je suis monté dans un bus pour Lyon, où je recommencerai à zéro. Lyon, en 2010, était une ville dynamique pleine d'opportunités, mais aussi impitoyable pour ceux qui n'avaient rien. J'ai loué une minuscule chambre dans un vieil immeuble du quartier de la Guillotière, où les murs étaient fissurés et l'air empestait le moisi. Mon lit était un vieux matelas posé par terre et mon bureau était une caisse en bois que j'avais trouvée dans la rue. Je ne pouvais pas me permettre d'acheter de nouveaux livres, alors j'empruntais à la bibliothèque où je récupérais ceux des étudiants plus âgés. Mais je ne me plaignais pas. Je savais que je n'en avais pas le droit. Si je voulais changer mon destin, je devais travailler 2-3 fois plus dur que les autres. Pour joindre les deux bouts, j'acceptais n'importe quel travail. Pendant la journée, j'assistais aux cours, la nuit et les week-ends, je travaillais comme serveur dans un café près du campus. Les services s'étiraient au-delà de minuit, mes pieds me faisaient mal et l'odeur de café s'accrochait à mes cheveux. Certains jours, des clients difficiles me criaient dessus parce que j'avais apporté un café crème au lieu d'un cappuccino. Je baissais la tête, m'excusais et continuais à servir, car chaque pourboire représentait un repas pour le lendemain. En plus de cela, je livrais des pizzas les week-ends, pédalant sous la chaleur estivale, la sueur trempant ma chemise. Je déposais des pizzas dans des maisons bien entretenues où des enfants riaient dans le jardin. En les voyant, je ne pouvais m'empêcher de penser à Julien et Léa, au jour où je rêvais d'être aimé comme ça. Mais je repoussais vite ces pensées. Le passé était quelque chose que je ne pouvais pas changer, mais l'avenir était entre mes mains. La vie universitaire n'était pas facile. J'étudiais le génie logiciel, un domaine qui exigeait concentration et créativité,
mais j'étais souvent épuisé par le surmenage. Certaines nuits, je m'asseyais devant un vieil ordinateur emprunté, essayant de terminer des devoirs de codage, tandis que mes yeux me brûlaient par manque de sommeil. Je me souviens qu'une fois, lors d'un projet de groupe, je me suis évanoui sur le clavier, ne me réveillant que lorsqu'un ami m'a secoué. « Grégoire, ça va ? Tu as l'air sur le point de mourir » a-t-il demandé, inquiet. J'ai juste souri et dit « Je vais bien, juste un peu fatigué. » Mais la vérité, c'est que je n'allais pas bien. Je me battais chaque jour pour éviter d'être écrasé par les dettes, la faim et la solitude. Les prêts étudiants étaient mon plus lourd fardeau. Malgré la bourse, j'ai dû emprunter davantage pour couvrir le loyer et la nourriture. Chaque mois, je dépensais le moins possible, mangeant souvent des nouilles instantanées ou des sandwichs au jambon beurre. Une fois, j'ai regardé dans mon portefeuille et je n'ai vu que 3 €, alors que la facture d'électricité arrivait à échéance. Je me suis assis dans ma chambre louée et sombre, me demandant si j'étais sur la mauvaise voie. Mais ensuite, je me suis souvenu de mon enfance, des mots acerbes, « Tu es juste un enfant placé ». Non, je ne pouvais pas abandonner. Si je tombais, je leur prouverais qu'ils avaient raison, que je ne valais rien. J'ai essuyé mes larmes, je me suis levé et j'ai continué à travailler. Malgré les difficultés, je n'ai jamais demandé d'aide à mes parents adoptifs. J'avais leur numéro de téléphone, mais je n'ai jamais appelé. Une partie de moi savait qu'ils ne s'en soucieraient pas. L'autre partie voulait se débrouiller seule. Je me disais que même si le monde me tournait le dos, je vivrais bien, non pas pour les faire regretter, mais pour éviter de regretter moi-même. Mais parfois, dans les longues nuits, allongé sur ce vieux matelas, je ne pouvais m'empêcher de penser à eux. Je me demandais comment allaient Julien et Léa, si mes parents avaient déjà parlé de moi. Une fois, j'ai ouvert une vieille photo de famille prise quand j'avais 5 ans, debout entre maman et papa, souriant vivement. La regarder, c'était comme un couteau dans la poitrine. Mais je n'ai pas pleuré. J'ai plié la photo, je l'ai mise dans un tiroir et je me suis dit, « Grégoire, tu n'as plus besoin d'eux. » Lentement, j'ai trouvé la lumière dans l'obscurité. À l'université, je me suis fait quelques bons amis qui ne connaissaient pas mon passé, mais qui me traitaient comme un égal. L'un d'eux, Carlos, un étudiant espagnol joyeux, partageait souvent sa nourriture quand il me voyait manger juste du pain. « Tu es maigre comme un clou, Grégoire, mange ce sandwich », disait-il en me fourrant un sandwich chaud dans la main, refusant tout refus. Des moments comme ça, aussi petits soient-ils, me faisaient me sentir moins seul. J'ai aussi trouvé une passion dans le génie logiciel. Les lignes de code sèche me donnaient un sentiment de contrôle. Dans le monde de la programmation, personne ne se souciait de savoir si j'étais un enfant placé ou orphelin. Si mon code fonctionnait, j'avais de la valeur. J'ai commencé à rejoindre des projets de groupe et des concours de codage, attirant progressivement l'attention des professeurs. Une fois, Carlos et moi avons travaillé sur un projet d'optimisation énergétique pour les bâtiments intelligents, une idée nouvelle à l'époque. Notre projet a remporté la 2e place à un concours national, et pour la première fois, j'ai senti que je pouvais accomplir quelque chose de grand. Mais la vie n'était pas toute rose. Au cours de ma 3e année, j'ai reçu un appel d'un vieil ami de Provence. « Grégoire, je viens de voir Julien et Léa au centre commercial avec tes parents. Ils avaient l'air heureux. Tu devrais les appeler. Ça fait longtemps. » Ces mots m'ont frappé comme un seau d'eau froide. J'ai souri à mon ami, mais après avoir raccroché, je suis resté figé, ayant l'impression que le monde s'était effondré. Ils vivaient toujours bien, toujours heureux, comme si je n'avais jamais existé. Je me suis demandé s'ils avaient déjà pensé à moi, ne serait-ce qu'une fois. Mais ensuite, j'ai secoué la tête, je me suis levé et j'ai continué à coder. Je ne pouvais pas laisser le passé me tirer vers le bas. Jamais. L'obtention du diplôme a été une étape majeure, mais elle a aussi apporté une dure réalité. J'ai obtenu mon diplôme avec mention, mais le marché du travail était difficile en raison d'un ralentissement économique. J'ai postulé à des centaines d'endroits, des petites entreprises aux grandes sociétés, mais je n'ai reçu que des refus polis. Ma dette étudiante se profilait de plus en plus grande, me forçant à déménager dans un appartement encore moins cher, où les disputes des voisins transperçaient les minces murs chaque nuit. Je continuais à travailler comme serveur et livreur, mais l'argent couvrait à peine les dettes, sans parler d'un avenir. Une fois, en livrant une pizza sous une pluie battante, j'ai glissé et j'ai fait tomber la boîte. Mon patron a retenu une partie de mon salaire et le client m'a crié dessus. Je suis resté sous la pluie, trempé, regardant la pizza ruinée sur le trottoir.
Je me suis demandé si tous ces efforts en valaient la peine. Mais ensuite, je me suis souvenu du feu qui brûlait en moi depuis que j'avais quitté la maison. Je me suis relevé, je suis retourné dans ma chambre louée et j'ai continué à essayer. L'opportunité s'est présentée un après-midi fatidique, lorsque j'ai lu un article sur l'industrie florissante des technologies vertes à Lyon. Les startups dans les énergies renouvelables et l'IA pour les applications environnementales attiraient de lourds investissements. Je me suis souvenu du projet d'optimisation énergétique que Carlos et moi avions réalisé à l'université, et une idée a germé. J'ai décidé de franchir le pas, sachant que le chemin était semé d'embûches. Avec les maigres économies que j'avais et le soutien de Carlos, j'ai commencé à monter une petite start-up, travaillant jour et nuit pour développer un logiciel qui aiderait les bâtiments intelligents à économiser de l'énergie. Carlos et moi travaillions dans ma chambre louée et exiguë, où notre bureau était une planche de bois posée sur une vieille caisse de vin. Mon ordinateur portable de l'époque universitaire, à peine fonctionnel, se bloquait souvent lors de l'exécution d'algorithmes complexes. Carlos a apporté un vieil ordinateur de bureau, mais ce n'était guère mieux. Nous partagions des paquets de nouilles instantanées et du café bon marché, nous épuisant à la tâche. Certaines nuits, je m'endormais sur le clavier, ne me réveillant que lorsque la lumière du matin filtrait par la fenêtre fissurée. Notre idée était de développer un logiciel utilisant l'intelligence artificielle pour optimiser l'énergie des bâtiments intelligents. Mais transformer cette idée en réalité nécessitait de l'argent. Carlos et moi avons décidé de participer à un concours de start-up à Lyon, où les fondateurs présentaient leurs projets à des investisseurs. Le premier prix était de 50 000 €, assez pour acheter du meilleur matériel et louer un petit bureau. Nous avons passé 2 mois à nous préparer, travaillant 18 heures par jour pour perfectionner notre prototype et notre présentation. Je codais jusqu'à ce que mes doigts s'engourdissent, tandis que Carlos s'occupait de la conception de l'interface et des études de marché. La nuit précédant le concours, je me suis regardé dans le miroir et j'ai vu un type décharné avec des cernes sous les yeux, mais il brûlait toujours de détermination. « Tu vas y arriver, Grégoire », me suis-je dit. « Tu dois y arriver. » Le jour du concours, je me tenais dans un auditorium bondé, face à des dizaines d'investisseurs et d'équipes rivales. Mes mains tremblaient alors que je tenais le micro, mais j'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé. J'ai expliqué notre idée, comment elle pourrait faire économiser des millions aux bâtiments commerciaux et réduire des tonnes d'émissions chaque année. J'ai partagé mon parcours, celui d'un enfant pupille de la nation qui a grandi en affrontant des difficultés, mais qui n'a jamais abandonné. Je ne savais pas si mon histoire personnelle résonnait, mais quand j'ai terminé, la salle a éclaté en applaudissements. Carlos et moi nous sommes regardés, le cœur battant la chamade. Nous avons remporté la 2e place avec 25 000 €. Ce n'était pas une fortune, mais c'était suffisant pour me faire sentir que j'étais sur la bonne voie. Avec cet argent, nous avons loué un coin dans un espace de travail partagé au centre-ville de Lyon. Notre bureau n'était qu'une table en bois, quelques vieilles chaises et un tableau blanc couvert de notes gribouillées. Mais pour moi, c'était tout. J'ai enfin senti que j'avais un endroit où appartenir, un objectif à atteindre. Nous avons fondé notre entreprise, en l'appelant Syncrovert Solutions. Le nom était l'idée de Carlos, inspiré par la synchronisation de la technologie avec l'environnement. Je n'étais pas doué pour les noms, alors j'ai juste ri et j'ai accepté. En 2018, une véritable opportunité s'est présentée. Nous avons été invités à une conférence sur les technologies vertes à Paris, un événement majeur attirant des startups et de grands investisseurs. Carlos et moi pouvions à peine nous payer les billets de train, mais nous avons serré les dents et dépensé l'argent, sachant que cela pourrait être notre dernière chance. Lors de la conférence, nous avons présenté notre projet à un groupe d'investisseurs d'une société de capital risque appelée Ecoventure. Ils ont été impressionnés par la façon dont notre logiciel utilisait l'IA pour prédire et ajuster l'énergie en temps réel. Après la présentation, une femme d'âge mûr aux cheveux argentés, Sophie Muller, la directrice du fonds, nous a invités à dîner pour discuter plus avant. Ce dîner a été la première fois où je me suis senti vraiment écouté. Sophie n'était pas seulement intéressée par le produit, elle m'a interrogé sur mon histoire. Je lui ai raconté mon parcours, non pas pour gagner sa sympathie, mais parce que je voulais qu'elle sache que je n'étais pas là juste pour l'argent. Je voulais créer quelque chose de significatif, quelque chose qui pourrait rendre le monde meilleur. Sophie a hoché la tête, les yeux pleins d'empathie. À la fin du dîner, elle a dit « Grégoire, je crois en toi, non seulement à cause du produit, mais parce que je vois que tu n'abandonnes jamais. » Une semaine plus tard, Ecoventure a accepté d'investir 1 million € dans Syncrovert Solutions pour une participation de 20%. Cet argent a tout changé.
Nous avons déménagé dans un vrai bureau, embauché 3 ingénieurs et un spécialiste du marketing. J'ai commencé à apprendre à diriger une entreprise, de la gestion des finances à la constitution d'une équipe. En 2020, Syncrovert Solutions a lancé son premier produit. Nous avons signé un contrat avec une chaîne hôtelière à Lyon, réduisant leurs coûts énergétiques de 30% en seulement 3 mois. Le bouche-à-oreille s'est répandu et d'autres contrats ont suivi. Immeubles de bureaux, centres commerciaux, même une université à Nice voulait notre logiciel. Le chiffre d'affaires a grimpé en flèche et, 2 ans après l'investissement, l'entreprise était évaluée à 10 millions d'euros. Moi, un type qui livrait autrefois des pizzas sous la pluie, j'étais maintenant le PDG d'une start-up respectée dans le domaine des technologies vertes. Challenge, magazine économique français, m'a même mentionné dans un article sur les entrepreneurs notables de moins de 30 ans. En le lisant, j'ai eu un sourire ironique. Il n'avait aucune idée de ce que j'avais traversé pour en arriver là. Le succès a apporté une vie dont je n'avais jamais osé rêver. J'ai quitté la chambre louée et moisie pour un petit appartement lumineux au centre-ville de Lyon. J'ai acheté une voiture d'occasion fiable, ne pédalant plus sous la chaleur. J'ai envoyé de l'argent à Carlos pour qu'il puisse acheter une maison pour sa mère en Espagne, en guise de remerciement pour m'avoir soutenu dans les moments difficiles. Mais même avec de l'argent, je n'ai jamais oublié d'où je venais. Je mangeais encore des nouilles instantanées quand j'étais occupé, je portais de vieux t-shirts au travail et je gardais cette photo de famille adoptive dans mon tiroir, non pas parce qu'il me manquait, mais pour me rappeler le chemin parcouru. Bien que ma vie se soit transformée, je porte toujours un vide intérieur. Je n'ai pas contacté mes parents adoptifs, Robert et Hélène Lambert, depuis que j'ai quitté la Provence il y a 11 ans. Dans les moments de calme, je me demande parfois comment ils vont. Malgré le chagrin que leur traitement a causé, je leur reste reconnaissant. Ils ne m'ont peut-être pas aimé comme leur propre enfant, mais je ne peux nier qu'ils m'ont recueilli, me donnant un foyer quand j'étais un enfant pupille de la nation. Je me suis dit qu'un jour, je les remercierais, non pas pour mendier de l'affection, mais pour prouver que j'avais bien vécu, que je n'avais pas laissé le passé me définir. L'idée d'un geste de gratitude a commencé à prendre forme. Je voulais faire quelque chose de grandiose, quelque chose qui les ferait me voir différemment. Puis j'ai pensé à une villa en bord de mer, un cadeau parfait pour le 65e anniversaire de papa, une étape importante à célébrer. En 2023, j'ai vendu une partie des actions de mon entreprise lors d'un deuxième tour de financement, obtenant une somme substantielle. Avec cet argent, j'ai discrètement commencé à chercher la villa idéale. Je l'ai finalement trouvée, une superbe villa sur la Côte d'Azur, à quelques heures de route de Lyon. Elle se trouvait juste au bord de la mer, avec de grandes baies vitrées donnant sur la Méditerranée, un jardin verdoyant et une terrasse spacieuse où l'on pouvait entendre le bruit des vagues. La villa coûtait 4 millions d'euros, une somme importante, mais je savais que cela en valait la peine. J'imaginais papa assis sur la terrasse, sirotant un café, contemplant la mer. J'imaginais maman plantant des fleurs dans le jardin, comme elle le faisait autrefois en Provence. Et peut-être, juste peut-être, il m'inviterait à rester pour dîner, me regardant comme un vrai fils. Ce cadeau, espérais-je, comblerait les années de distance. J'ai travaillé avec un notaire pour préparer les documents. L'acte de donation, transférant officiellement la propriété à Robert Lambert, a été signé et enregistré. J'ai gardé cela secret, n'en parlant à personne, pas même à Carlos. Je voulais que ce soit une surprise, un moment qui pourrait tout changer. J'ai compté les jours jusqu'à l'anniversaire de papa, le 4 janvier. Je savais que je ne serais pas invité à la fête, mais j'ai décidé de me présenter, apportant l'acte de propriété et un souhait sincère. Je n'attendais ni câlin ni excuse. J'espérais seulement qu'il verrait que j'étais devenu quelqu'un dont il pourrait être fier. Dans les jours qui ont précédé, je n'arrêtais pas de penser au passé. Certaines nuits, je sortais la vieille photo de famille du tiroir, regardant le garçon de 5 ans rayonnant entre ses parents. Je me demandais s'ils se souvenaient de ces jours où ils me tenaient dans leurs bras, où ils me chantaient des berceuses. Je ne connaissais pas la réponse, mais j'ai choisi de croire qu'au fond d'eux, ils conservaient encore une certaine affection pour moi. Ce cadeau, pensais-je, réveillerait cela. Le 65e anniversaire de papa est arrivé. J'ai conduit depuis Lyon, le cœur battant comme un enfant attendant les cadeaux de Noël. L'acte de donation reposait dans une enveloppe blanche, soigneusement placée sur le siège passager. Je portais un costume simple, ressentant le besoin d'avoir l'air soigné pour la première fois depuis des années. Pendant le trajet, j'ai répété ma salutation dans ma tête, joyeux anniversaire, papa. J'ai un cadeau spécial.
J'imaginais la surprise de papa, le sourire de maman, et peut-être, juste peut-être, il me verrait comme un vrai fils, et non plus comme l'enfant placé oublié. Le trajet de 3 heures de Lyon à la Provence m'a donné trop de temps pour réfléchir. Je me suis souvenu de mon enfance dans cette maison. Les dimanches matins avec l'odeur des biscuits au beurre de maman. Papa me poussant sur la balançoire en riant, « Grégoire, tu t'envoleras comme un aigle. » Mais quand Julien et Léa sont nés, tout s'est effondré. Je suis devenu une ombre, mis de côté dans ma propre famille. Les mots de maman quand j'avais 8 ans, « Tu es juste un enfant placé », résonnaient encore dans ma tête, aussi tranchants qu'un couteau. Pourtant, je restais reconnaissant. Ils avaient recueilli un enfant pupille de la nation, et je voulais les remercier avec ce cadeau, espérant qu'il effacerait les années de distance. Je suis arrivé à la vieille maison en Provence en fin d'après-midi. La clôture blanche était toujours là. Le jardin de marguerite de maman était méticuleusement entretenu. De la musique et des rires s'échappaient du jardin arrière, où la fête battait son plein. J'ai pris une profonde inspiration, serrant l'enveloppe, et j'ai franchi le portail. Mon cœur s'est emballé, teinté de peur. Je n'étais pas invité. Personne ne savait que je venais. Mais je me suis dit, tu es arrivé jusqu'ici, Grégoire. N'arrête pas maintenant. Le jardin arrière était bondé. Plus de 50 invités, des amis et parents aux collègues de mes parents, étaient rassemblés autour de tables nappées de blanc. Un petit groupe jouait des airs joyeux et l'arôme de viande grillée emplissait l'air. Je me tenais à l'écart, essayant de me fondre dans la masse, mais dès que j'ai fait un pas en avant, j'ai senti des regards sur moi. Julien et Léa, maintenant âgés de 27 ans, m'ont repéré presque instantanément près de la table de buffet. Julien, grand aux cheveux blonds, portant une chemise coûteuse, a souri avec mépris en me voyant. Léa, ses longs cheveux attachés haut dans une robe rouge vif, a gloussé derrière sa main, ses yeux brillants de malice. « Tiens, qui voilà » a appelé Julien bruyamment, sa voix dégoulinant de sarcasme, attirant l'attention des personnes alentour. « Grégoire, ça fait longtemps. Tu te souviens encore du chemin de la maison » a renchéri Léa, sa voix aiguë. « Il porte un costume. Ne me dis pas que tu es là pour mendier un travail à la banque de papa. » Ils ont éclaté de rire, comme si j'étais une blague vivante. Mon visage a brûlé, mais je me suis forcé à me tenir droit, serrant l'enveloppe. « Je suis ici pour souhaiter un joyeux anniversaire à papa, » ai-je dit, gardant ma voix stable. « Et j'ai un cadeau spécial pour lui. » Julien a haussé un sourcil, s'approchant, son verre de vin ballottant. « Un cadeau spécial ? Vraiment ? Voyons voir. Une cravate bon marché ou un dessin fait par toi-même ? » Il a ricané, me jaugeant de haut en bas. Léa, debout derrière, a ajouté, « Attends, Grégoire. Papa a aussi un cadeau spécial pour toi aujourd'hui. Je parie que tu pleuras quand tu le découvriras. » Ils ont échangé des regards, gloussant comme s'ils détenaient un secret dont je n'étais pas au courant. « Quel cadeau ?» ai-je demandé, ma voix empreinte de malaise et d'un mauvais pressentiment. Julien a haussé les épaules, son sourire suffisant. « Attends juste. Papa l'annoncera bientôt. Crois-moi, tu voudras voir ça avant de faire quoi que ce soit de stupide. » Leurs mots m'ont fait marquer une pause. Un cadeau de papa, après 11 ans de silence ? Essayait-il de se racheter ? Je n'osais pas espérer, mais une partie de moi, le garçon qui avait autrefois soif de leur amour, voulait y croire. « J'attendrai » ai-je dit, ma voix basse mais ferme. Julien et Léa ont ri bruyamment, comme si j'avais dit quelque chose d'hilarant. « Bonne décision, Grégoire. »« Ne bouge pas d'ici » a dit Léa, puis elle a ramené Julien vers leurs amis, me laissant seul au milieu de la foule. J'ai balayé la foule du regard, cherchant mes parents. Je les ai repérés près de la table principale, papa en costume gris, maman dans une élégante robe à fleurs. Alors que je m'approchais, ils ont levé les yeux et j'ai vu le choc dans leur regard. Papa s'est figé, son verre de vin s'arrêtant en plein vol. « Grégoire » a-t-il articulé, sa voix stupéfaite, comme s'il voyait un fantôme du passé. Maman, Hélène, a porté une main à sa bouche, ses yeux écarquillés avec une lueur de panique. « Qu'est-ce que tu fais ici » a-t-elle demandé, sa voix tremblante, comme si ma présence était importune. J'ai souri, bien que mon cœur se serre. « Je suis ici pour souhaiter un joyeux anniversaire à papa » ai-je dit en tendant l'enveloppe. « Et j'ai un cadeau spécial. » Papa a jeté un coup d'œil à l'enveloppe, puis à moi, ses yeux un mélange de surprise et de malaise. Maman s'est détournée,
évitant mon regard, ses mains jointes fermement devant elle. Merci, Grégoire. Plus tard. D'accord, a dit papa, sa voix plate. Puis il a repris sa conversation avec l'homme à côté de lui. Je suis resté là, me sentant comme un étranger, mais je ne suis pas parti. Je voulais donner le cadeau, leur montrer qui j'étais devenu. Et je voulais savoir quel cadeau spécial Julien et Léa avaient mentionné. La fête a continué, mais j'étais mis de côté. Personne ne m'a offert de siège ni demandé comment j'allais. Je me tenais près de la clôture, regardant les gens manger et rire, comme si j'étais un fantôme invisible. Julien et Léa me jetaient occasionnellement des regards, chuchotant et gloussant. J'ai essayé de les ignorer, mais chaque sourire narquois ressemblait à un petit coup de poignard. Je me suis dit d'être patient, que le moment où je donnerais le cadeau changerait tout. J'imaginais papa ouvrant l'enveloppe, lisant l'acte de donation et réalisant à quel point j'avais travaillé dur pour les honorer. Mais au fond de moi, une voix m'avertissait, « Grégoire, tu espères trop. » Puis le moment crucial est arrivé. Papa est monté sur une petite estrade dans la cour, tapotant son verre pour attirer l'attention. La foule s'est tue, tous les yeux rivés sur lui. « Merci à tous d'être ici aujourd'hui », a-t-il commencé, sa voix chaleureuse portant dans l'air. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement mon 65e anniversaire, c'est aussi l'occasion de partager une décision importante. Il a sorti un document de sa poche, le brandissant. Ceci est mon testament. Je veux que tout le monde sache que mes biens, cette maison, mes comptes bancaires, tout, seront partagés équitablement entre Julien et Léa, mes enfants bien-aimés. Mais il ne s'est pas arrêté là. Ces mots sont devenus acerbes, dirigés vers moi. Au fait, Grégoire, mon fils adoptif, est ici aujourd'hui, après plus d'une décennie d'absence. Il dit qu'il a un cadeau d'anniversaire pour moi, mais je pense qu'il est ici pour s'attirer les faveurs. Dommage, il est trop tard. Mon testament est déjà établi. Puis, me regardant, il a ajouté, « Désolé, Grégoire. Puisque tu es un enfant placé, j'ai oublié d'inclure ton nom dans le testament. » La cour a éclaté de rires et d'applaudissements. Julien et Léa se sont étreints, rayonnant de triomphe. Je suis resté figé, le sol semblant s'effondrer sous mes pieds. Était-ce le cadeau spécial dont il parlait? Un testament qui m'effaçait de la famille, annoncé publiquement devant des dizaines de personnes. J'ai regardé Julien, qui s'est tourné vers moi avec un sourire malicieux. Je te l'avais dit, Grégoire. Papa avait un cadeau pour toi. Léa a renchéri, sa voix aiguë, j'ai dit qu'il pleurerait. Regardez son visage. Ils ont ri bruyamment, comme si ma douleur était une blague hilarante. Certains invités m'ont jeté un coup d'œil, leurs yeux un mélange de curiosité et de pitié, mais personne n'a pris la parole. J'ai regardé papa, espérant qu'il dirait que c'était une farce pour animer l'ambiance. Mais non. Il est descendu de l'estrade et a repris la fête comme si je n'existais pas. Maman se tenait là, silencieuse, les mains jointes, le visage sans expression. Mon cœur s'est brisé. Toutes les années de travail acharné, les nuits blanches et les espoirs d'une famille, disparus en cet instant. J'étais à nouveau ce garçon de 8 ans, debout dans la cuisine, entendant maman dire sèchement, « Tu es juste un enfant placé. » Ces mots, après 25 ans, étaient à nouveau repris par mon père adoptif. Les larmes sont montées, mais j'ai refusé de pleurer. Je ne pouvais pas laisser Julien et Léa me voir craquer. Je ne pouvais pas laisser mes parents penser qu'ils avaient gagné. Serrant l'enveloppe, les doigts tremblants, j'ai fait un pas en avant, me tenant au milieu de la cour, face à papa. La foule s'est tue, tous les yeux rivés sur moi. Je suis venu ici pour vous remercier, pas pour mendier, ai-je dit, ma voix tremblante mais claire, résonnant dans le silence. J'ai brandi l'acte de donation pour que tous le voient. Ceci est l'acte de propriété d'une villa sur la Côte d'Azur, d'une valeur de 4 millions d'euros. Je l'ai acheté avec l'intention de vous l'offrir à tous les deux, pour vous remercier de m'avoir élevé. Un murmure a parcouru la foule. Papa s'est figé, ses yeux s'écarquillant, sa main tremblant légèrement. Maman a couvert sa bouche, son visage pâlissant, comme si elle réalisait quelque chose de terrible. Julien et Léa se tenaient là, stupéfaits, leur sourire s'évanouissant. J'ai continué, ma voix maintenant plus assurée, j'ai travaillé toute ma vie, non pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais pour me le prouver à moi-même. Je pensais que ce cadeau comblerait le fossé, vous ferait me voir comme un fils. Mais maintenant, je vois que ce n'est pas nécessaire. J'ai fixé papa dans les yeux,
puis j'ai lentement déchiré l'acte de donation en morceaux. Les bouts de papier sont tombés au sol comme des fragments de mon cœur brisé. La foule retenait son souffle. Julien et Léa restaient bouche bée, sans voix. Papa a fait un pas en avant, sa bouche bougeant, mais aucun mot n'est sorti. J'ai tourné le dos et j'ai quitté la cour, sans regarder en arrière. La musique a repris, mais l'atmosphère de la fête avait changé. J'ai entendu des chuchotements derrière moi. C'est Grégoire, l'enfant placé. Comment ont-ils pu le traiter comme ça? Mais je m'en fichais. J'ai franchi le portail, je suis monté dans ma voiture et je suis retourné à Lyon, laissant cette maison et mes derniers espoirs d'une famille derrière moi. Pendant le trajet, je n'ai pas pleuré. J'ai ressenti un étrange soulagement, comme si je m'étais débarrassé d'un fardeau qui pesait sur mes épaules depuis des décennies. Dans les jours qui ont suivi la fête, j'ai essayé de reprendre ma routine. Syncrovert Solutions, mon entreprise de technologie verte, était florissante. Nous venions de signer un contrat majeur avec une chaîne de centres commerciaux à Nice, et mon équipe, maintenant forte de plus de 60 personnes, travaillait sans relâche pour améliorer notre logiciel d'optimisation énergétique. J'assistais à des réunions, plaisantais avec les employés et donnais des interviews aux médias avec l'aplomb d'un PDG prospère. Mais chaque nuit, de retour dans mon appartement, j'affrontais le silence. La photo de famille avait disparu. Je l'avais jetée après la fête. Mais les souvenirs d'eux me hantaient encore. Je me demandais si j'avais bien fait de déchirer l'acte de donation et de partir. Y avait-il une autre façon de terminer cette histoire sans une nouvelle cicatrice? J'ai réalisé que j'avais besoin de guérir. Non pas pour pardonner à mes parents adoptifs, Robert et Hélène, ou à Julien et Léa, mais pour me pardonner à moi-même, au jeune Grégoire qui croyait qu'il devait essayer plus fort pour être aimé. J'ai cherché une thérapeute, une femme d'âge mûr nommée Claire. Lors de notre première séance, je me suis assis dans un fauteuil, les mains jointes fermement, ne sachant pas par où commencer. Dites simplement tout ce qui vous vient à l'esprit, a dit Claire en souriant. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai parlé de mon enfance abandonnée, de mes années de galère et de la fête d'anniversaire qui avait brisé mes espoirs. J'ai laissé sortir des émotions refoulées pendant des années, comme une rivière brisant un barrage. Certaines séances, je pleurais. D'autres, j'étais en colère, frappant l'oreiller sur le fauteuil. Mais à chaque séance, je me sentais un peu plus léger. Claire m'a aidé à voir que les blessures de l'enfance ne disparaissent pas simplement parce que j'avais atteint le succès ou la richesse. Vous avez construit une vie dont vous pouvez être fier, Grégoire, a-t-elle dit lors d'une séance. Mais vous devez vous permettre de ressentir la douleur au lieu de l'enfouir. J'ai commencé à tenir un journal, quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Chaque nuit, je m'asseyais à mon bureau, écrivant des pensées, des souvenirs et des rêves d'une vie libérée du passé. J'ai écrit sur papa me poussant sur la balançoire, maman me disant sèchement que j'étais juste un enfant placé, et le moment où j'ai déchiré l'acte de donation devant tout le monde. Écrire m'a aidé à voir clairement, non pas pour blâmer, mais pour comprendre. Je ne pouvais pas les changer, seulement la façon dont je me faisais face. Un an s'est écoulé depuis cette fête d'anniversaire. Je n'ai pas contacté mes parents adoptifs ni entendu parler de Julien et Léa. Ils étaient devenus une partie de mon passé, comme un chapitre que j'avais refermé. Mais la vie a une façon de vous surprendre. Un jour froid de mars, j'ai été invité à prendre la parole lors d'une conférence sur l'énergie durable à Bordeaux, en tant qu'orateur principal. Syncrovert Solutions était maintenant un leader dans les technologies vertes, et mon discours était censé inspirer les jeunes startups. Sur scène, devant plus de 500 personnes, j'ai partagé mon parcours, d'un enfant pupille de la nation au PDG d'une entreprise valant des millions d'euros. Je n'ai pas mentionné mes parents adoptifs, mais j'ai parlé des blessures qui m'avaient façonné et de la façon dont je les avais transformés en moteur. Quand j'ai terminé, le public m'a fait une ovation debout. J'ai souri, sentant que j'avais parcouru un long chemin. Après le discours, je me suis mêlé à la foule dans la zone de réception, serrant des mains d'investisseurs et discutant avec des étudiants. Soudain, une femme âgée aux cheveux argentés coiffée en chignon haut, portant un pull vert, s'est approchée. Ses yeux étaient doux, mais teintés d'émotion. « Grégoire » a-t-elle dit, sa voix chaleureuse. J'ai fouillé ma mémoire pour la reconnaître. Puis ça m'est revenu. C'était tante Marguerite, la sœur aînée de maman, que je n'avais rencontrée que quelques fois dans mon enfance. Tante Marguerite, ai-je lâché, surpris. Elle a hoché la tête en souriant, mais ses yeux étaient rouges. J'ai entendu ton discours, a-t-elle dit.
Je suis si fier de toi, Grégoire. Mais je dois te dire quelque chose à propos de la soirée d'anniversaire de Robert, après ton départ. Nous nous sommes assis dans un coin tranquille du lieu de la conférence. Marguerite m'a pris la main, comme pour me donner de la force. Elle a dit qu'après que j'ai déchiré l'acte de donation et quitté la fête, l'ambiance dans la cour s'était alourdie. Tout le monde était stupéfait. Grégoire, a-t-elle dit, personne ne s'attendait à ce que tu aies autant réussi. Une villa de 4 millions d'euros offerte en cadeau à Robert et Hélène. Mais ce qui les a le plus choqués, c'est la façon dont tu es parti. Sans pleurer, sans supplier, juste la tête haute. Elle a dit que certains invités avaient commencé à chuchoter, critiquant mes parents adoptifs pour leur traitement injuste. Un ami de longue date de papa, Georges, lui a dit sans détour, « Robert, tu as perdu un fils incroyable. » Julien et Léa, a poursuivi Marguerite, ont d'abord fait comme si de rien n'était. Ils ont ri, disant que je faisais juste de l'esbrouf. Mais quand certains parents sont partis plus tôt, ne voulant pas assister à la mascarade, les frères et sœurs se sont tus. Léa avait l'air coupable, a dit Marguerite. Elle s'est assise seule dans un coin, ne disant rien. Julien a essayé d'agir avec assurance, mais il a trop bu, comme s'il essayait d'oublier quelque chose. Papa, Robert, n'a pas parlé pendant le reste de la fête. Il s'est assis à la table principale, fixant les morceaux déchirés de l'acte de donation sur le sol, les yeux vides. Marguerite a dit qu'en partant, elle l'avait vu ramasser chaque morceau et les glisser dans sa poche. En entendant le récit de Marguerite, une vague d'émotion m'a submergé. Je ne savais pas quoi ressentir. Douleur, colère, ou juste du vide. Penses-tu qu'il le regrette, ai-je demandé, la voix rauque. Marguerite a soupiré, me serrant la main. Je crois qu'ils le font, Grégoire. Mais ils sont trop fiers pour l'admettre. Hélène ne parle jamais de toi avec moi, mais je sais qu'elle lit chaque article sur toi. Robert, il a beaucoup vieilli depuis cette nuit-là. Je pense qu'il sait qu'il a eu tort, mais il ne sait pas comment réparer les choses. Je suis resté assis en silence, regardant par la fenêtre du lieu de la conférence. La lumière du soleil filtrait à travers de grandes vitres. Je n'étais pas en colère contre mes parents adoptifs, pas exactement. J'étais juste triste. Triste que nous aurions pu avoir une histoire différente s'ils avaient choisi de m'aimer comme leur propre enfant. Mais j'étais aussi reconnaissant envers Marguerite. Merci, tante Marguerite, ai-je dit en souriant. Je vais bien. Vraiment. Elle m'a serré dans ses bras, et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti une touche de chaleur de la part de quelqu'un de ma famille adoptive. Après notre rencontre, je suis retourné à Lyon, continuant mon voyage. Je n'ai pas essayé de contacter mes parents adoptifs ni Julien et Léa. Je n'avais pas besoin de leurs regrets ni de leurs excuses. J'avais trouvé la liberté, non pas en fuyant le passé, mais en l'affrontant et en le laissant partir. Dans la période qui a suivi, parallèlement à la thérapie, j'ai trouvé un nouveau sens en aidant les autres. J'ai commencé à m'engager dans des œuvres caritatives, me concentrant sur le soutien aux enfants pupilles de la nation et aux familles en difficulté. J'ai fondé une organisation à but non lucratif appelée Chemin d'avenir, inspirée par mon propre parcours, un chemin vers la lumière malgré un départ dans l'obscurité. La fondation offre des bourses aux orphelins, finance des cours de développement de compétences et construit des centres communautaires dans les zones défavorisées. Lors de ma première visite dans un centre de l'Est de Lyon, j'ai rencontré un garçon de 12 ans nommé Miguel, maigre, aux yeux timides mais brillants, qui s'illuminait en parlant de son rêve de devenir ingénieur. Je me suis assis avec lui, l'écoutant partager l'histoire de sa mère, une femme de ménage célibataire, et comment il avait appris à coder sur un vieil ordinateur de bibliothèque. Je me suis vu en Miguel, un enfant aspirant à s'élever au-dessus de sa condition. Je lui ai accordé une bourse et j'ai promis de suivre son parcours. Quand Miguel m'a serré dans ses bras en chuchotant « Merci, monsieur », j'ai ressenti une joie qu'aucun argent ne pouvait acheter. Le travail caritatif ne m'a pas seulement aidé les autres, il m'a guéri. Chaque fois que je rencontrais un enfant pupille de la nation, chaque fois que je voyais de l'espoir dans leurs yeux, on me rappelait que je n'étais pas seul. J'avais trouvé ma famille, non pas en Provence, mais parmi les gens que j'aidais, dans mon équipe de synchro verte, parmi des amis comme Carlos qui avait été là pendant mes jours les plus sombres. J'ai commencé à ralentir, à savourer les petits moments, un jogging matinal au bord du Rhône, un café chaud dans mon bureau, un appel vidéo avec Carlos et sa mère en Espagne. J'ai appris à m'aimer, non pas par le succès ou la reconnaissance, mais en acceptant que j'avais fait de mon mieux. Et pour moi,
c'était suffisant. Je n'avais plus besoin de l'attention ou de la validation de mes parents adoptifs. C'est l'histoire de ma vie. Un voyage depuis l'abandon à l'aide sociale, en passant par des années de blessures dans mon foyer adoptif, jusqu'à la lutte pour la survie et, finalement, à la liberté que j'ai trouvée en moi-même. J'espère que mon histoire laissera une certaine résonance, peut-être une étincelle de motivation pour vous aider à vous élever avec confiance dans votre propre vie. Et je vous souhaite le courage d'affronter votre passé, la force de traverser la douleur et la foi de croire que la lumière attend toujours au bout du chemin, si seulement vous continuez à avancer.